m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour, hyper content de pouvoir vous présenter ce qu'on fait chez Trosper. Euh, Hop, c'est moi qui gère les slides. Donc on va vous parler aujourd'hui de la mise en place d'une stratégie ABM qu'on a fait chez Trosper selon deux prismes, plus commercial, plus Ops, et on va essayer d'interagir au maximum là-dessus. Donc moi, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis Ops chez Trosper maintenant. Avant, j'étais chez Usign, donc je suis dans le monde des Ops depuis, je vais dire, 7-8 ans. Et voilà, et je suis avec Thomas aujourd'hui. Bonjour à tous. Moi, du coup, j'ai rejoint un peu l'image de Pierre. Je ne sais pas s'il est encore là, mais Trusper, il y a 2 semaines. C'est tout frais. Donc, je ne vais pas vous parler de ce que j'ai mis en place chez Trusper, mais plutôt la suite logique de ce qu'on aimerait mettre en place. Et moi, j'ai la chance de travailler dans la vente depuis un peu plus de 15 ans et je me suis occupé il y a 2 ans d'une équipe Business Excellence, à savoir RevOps, PMM et Enablement. Donc, j'essaie de comprendre un peu les différentes interactions qu'il peut y avoir dans la chaîne du revenu. Voilà. Oui, concrètement, on s'est dit que pour démarrer, pour parler ABM, c'était peut-être bien de vous dire un petit peu ce qu'on fait. Alors, rassurez-vous, le but, c'est pas d'opérer un peu comme le Simon Sinek du Wish, mais plus de vous dire un petit peu concrètement pourquoi on existe. Le pourquoi, tout simplement, c'est de mettre de la relation de confiance entre des clients et des fournisseurs. Nous, on est éditeur de logiciels, et notre métier, c'est de travailler avec les équipes financières pour remettre ce niveau de confiance qui se perd un peu de plus en plus, j'ai envie de dire, d'année en année. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a de plus en plus de fraude, de plus en plus de cybercriminalité et les attaquants, entre guillemets, qu'ils soient physiques ou technologiques, ont de plus en plus de ressources, on va dire, pour surprendre les équipes financières de nos clients. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ramène de la sécurité et on ramène de la fluidité dans les échanges que peut avoir un client avec un fournisseur. Et comment on fait ça? À travers une plateforme qui vient opérer sur toute la chaîne du paiement, depuis le référencement d'un nouveau fournisseur, l'audit continu de ce fournisseur tout au long de la vie de la relation qu'il peut y avoir entre ce fournisseur et le client. Et puis enfin, au moment des paiements, s'assurer qu'on n'est pas en train de financer une organisation criminelle ou qu'on n'est pas simplement en train de financer les 100 millions de notre cher ami DAF de Kiabi. Voilà. Oui, un chiffre, ça semblait intéressant. Alors rassurez-vous, il n'y aura pas de démo juste après, moi je ne vais pas faire mon commercial. Mais de vous dire, c'est assez important malgré tout, 96 des entreprises l'année dernière, selon une étude OpinionWay, réalisée sur plus de 1500 corporates, ont expérimenté une attaque, quelle qu'elle soit. Alors elle n'a pas forcément abouti, rassurez-vous, mais en fait la question c'est plus de se dire, c'est pas est-ce que ça va m'arriver, c'est surtout quand est-ce que ça va m'arriver. Normalement ça fait le lien avec le pourquoi on existe. Et quelques logos du coup de structures avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Alors c'est essentiellement des gros corporates. Vous vous doutez bien que quand vous êtes une petite entreprise, c'est pas qu'on veut pas travailler avec vous, c'est juste que si vous avez 10 fournisseurs à payer chaque mois, normalement vous n'avez pas besoin d'une solution excessivement onéreuse pour pouvoir sécuriser vos process. Rapidement du coup, en préambule à cette stratégie ABM, nous on évolue dans un monde corporate, essentiellement avec des structures qui sont françaises, mais surtout internationales, ou en tout cas qui ont un rayon international, donc de multiples filiales. On est sur un marché limité, c'est important à savoir, et du coup ça expliquera pas mal de choses juste après sur l'ABM. On a des multiples interlocuteurs et on est sur des cycles de vente qui sont assez longs. D'où l'importance de pouvoir avoir cette stratégie qui soit vraiment account-based et pas simplement signer un deal à un instant T et puis terminer bonsoir. L'idée du coup, c'est dit qu'on mettrait des petits gifs aussi, j'avais oublié ça. L'idée du coup, c'est de se dire que le marché, il n'est pas illimité pour nous, mais plutôt sur un marché de niche. Donc on n'a pas l'opportunité de pouvoir travailler avec tous les clients du monde, mais plutôt de travailler sur une petite parcelle et de bien le faire. Et pour bien le faire, il faut du coup, en amont, savoir quel produit, quel pain on résout, pour qui, et comment faire tourner nos équipes et nos départements pour s'assurer d'avoir le meilleur ROI dans notre cycle de vente. Du coup, quand on s'est posé sur le sujet ABM, on a commencé, c'est pas compliqué, on prend un gros compte, on dit au market, on dit aux sales, au SDR, au partnership de bosser ensemble, et normalement ça fonctionne, et on arrive à les closer. Dans les faits, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà essayé, ça fonctionne pas comme ça, aligner les équipes, c'est jamais si simple. Du coup, on a fait une vraie initiative, avec des vrais objectifs. Le premier étant d'être sûr qu'on se concentre sur les bons accounts, on verra ce que ça veut dire pour nous après. Qu'on clarifie les actions, les responsabilités de chacune des équipes et chacune des personnes qui gravitent autour du commercial, qu'on gagne de la transparence et de la compréhension de notre base de comptes, que par pays ou peu importe, pour être sûr qu'on se focus sur les bons comptes. Et évidemment, à la fin de l'histoire, c'est qu'on améliore notre capacité à créer des opportunités avec ces comptes-là.
Alors, pour commencer, on a introduit 2 nouveaux concepts chez Trustpere. Le premier étant l'account priority, où c'est très simple à comprendre, c'est quel intérêt nous on apporte à cette entreprise-là. Et le deuxième, c'est l'account hotness. Donc là, c'est plus l'engagement que ce compte a avec nous, Trustpere. Et on va mettre ces 2 concepts en musique pour créer une certaine matrice qu'on va vous montrer après. Alors l'account priority chez nous, c'est assez simple à comprendre, c'est un tableau à double entrée, le premier étant en ligne, du coup, quelle est la taille de cette entreprise? Parce qu'en fonction de la taille d'entreprise, nous, il y a un nombre de fournisseurs qui est associé, et c'est un bon proxy pour nous pour savoir quel est le potentiel business qu'on peut avoir avec un compte. Le deuxième, ça va être dans quel pays il opère, parce que nous aussi, ça a une grande importance de savoir dans quel pays le siège est basé, parce qu'on a notre produit qui fit plus ou moins en fonction des différents pays. Bienvenue en Europe. Et je vous parle volontairement pas des target accounts, parce que je laisserai mon ami Thomas le faire juste après. Le deuxième concept, c'est l'account hotness. Donc ça, c'est très spécifique à nous, et on a 4 niveaux de chaleur. Le premier étant un compte chaud. Pour nous, un compte chaud, c'est un compte qui a eu un meeting il n'y a pas longtemps, ou un meeting qui est prévu, ou alors on a un réengagement d'un compte sur lequel on a eu une opportunité qui a été perdue à un moment donné. Vous remarquez, depuis le début, je parle jamais de contact, et je parle que de compte, et je parlerai que de compte. Donc en fait, c'est ce que j'ai des meetings avec des contacts qui sont rattachés à ce compte-là. Et nous, on est toujours à la maille compte, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est comme ça qu'on définit notre potentiel, via des comptes et pas via des contacts. Le warm, c'est-à-dire qu'il y a eu un engagement proactif de la part d'un contact rattaché à ce compte-là. Donc les engagements, ça peut être des webinars, des livres blancs, des emails de prospection auxquels ils ont répondu. Mais dans tous les cas, c'est une réponse, et c'est pas nous qui avons essayé. Le cooling, ça veut dire qu'il a été hot ou warm, mais il est en train de refroidir. Donc s'il a été hot et que ça fait 3 semaines qu'il ne se passe rien sur ce compte-là, il passe en cooling. S'il est warm, ça fait 6 semaines qu'il ne se passe rien, il passe en cooling. Et le cold, c'est des accounts où, même si on a essayé, on n'a jamais réussi à rentrer en contact avec lui. La hotness, pardon, c'est pas quelque chose de fixe, à la différence de la priorité où là, c'est pas censé bouger dans le temps, sauf si la stratégie d'entreprise elle bouge. Mais par contre, la contre-hotness, elle peut bouger dans tous les sens. Et c'est un peu l'idée qu'on a derrière la tête. C'est-à-dire que de cold, on peut passer à hot, warm, ensuite on passe à cooling, on retourne en hot, et ça nous donne un instant T à quoi ressemble notre base de Kant avec la hotness qui bouge dans tous les sens. Ça nous donne une magnifique matrice. Avec en double entrée également, on a la chaleur d'un côté et en colonne, on va avoir la priorité. Et on va retrouver nos target accounts qui sont dans cette matrice sans l'aide vraiment. Donc en fait, parce qu'on va avoir 2 stratégies d'ABM différentes. La première étant du one-to-one. Et là, je laisserai Thomas en parler. À la différence, parce que là, on a vraiment peu d'accounts parce qu'on aimerait bien avoir les capacités de traiter tout le monde en one-to-one, mais on n'a pas cette équipe commerciale. Et la deuxième partie, où là, il y a le plus gros bucket de comptes chez nous, ça va être le one-to-few et comment on va clarifier les actions de chaque population en fonction de où est-ce que se trouvent les comptes dans cette matrice-là. Du coup, effectivement, les target accounts travaillent pas en marge, ou en tout cas, on les travaille pas en marge de ce que pourrait faire côté RevOps, cette matrice faite en fonction des priorités et de la hotness. Il se peut qu'il y ait différentes data qui convergent in fine. Le target account chez nous, c'est plutôt l'idée de se dire, OK, sur une liste de X, avec des éléments qui sont fondamentalement purement data théoriques, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de fournisseurs, ça peut être une répartition géographique. Donc c'est plutôt de la data qui est fournie en amont. Comment nous, derrière, côté revenus, que ça soit sales, account management ou CSM, on vient mettre de la donnée qualitative et définir du coup ces target accounts sur lesquels on a des axes de priorité à mettre, des axes d'énergie. C'est finalement mettre, ce qu'on se disait tout à l'heure, mettre l'énergie au bon endroit et avoir un vrai impact auprès de ses clients. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas une tripotée de comptes, il n'y en a pas 150, il n'y en a pas 30 par sales, mais plutôt 10, 15, 20 en fonction des effectifs que vous avez. Le but ici, c'est simplement de mettre en musique un peu à l'image d'un chef d'orchestre qui peut se passer entre une équipe SDR, quel que soit le rôle dans l'entreprise, ça dépend où ça démarre, ça dépend où ça termine, les AE, le marketing qui normalement doit être, ou en tout cas on espère qu'il le sera, un vrai pourvoyeur d'opportunités, un vrai fournisseur d'opportunités de qualité, et puis les partnerships. Chez Trustpere, aujourd'hui, le partnership, c'est un vrai levier pour nous, étant donné que nos outils s'intègrent avec l'écosystème de nos clients. Donc l'objectif, c'est aussi de gagner un temps en amont de knowledge auprès des partenaires pour s'assurer que un account prioritaire, finalement, qu'on a mis comme un compte cible, on ait bien toutes les infos qui nous permettent de se dire à l'instant T, oui, ce compte est cible, j'ai assez d'engagement, j'ai assez d'informations de l'extérieur ou de l'interne qui me permettent de me dire,
je fais marcher ces 4 services et donc je vais créer des différents touchpoints. Je peux avoir besoin de SDR sur des campagnes spécifiques, sur un go-to-market spécifique, une feature ce qu'on lance. Je peux avoir besoin de mon sales pour gérer un petit peu les différents éléments. Et puis surtout côté partenaire, c'est quelles sont les billes que me donnent mes partenaires auprès de ce compte en particulier. Ah, je reprends la main pour le reste. Du coup, selon la matrice qu'on a définie tout à l'heure, c'est pas juste pour faire joli, parce que ça nous permet derrière de définir qui fait quoi, en fonction de où se trouve le compte. Alors typiquement, sur le numéro 2, donc ça va être tous les comptes priorité 1, 2, 3, mais qu'on considère hot. Donc hot, pour rappel, c'est où on a eu un meeting il n'y a pas longtemps, où on a un meeting qui est passé il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est simplement le SDR qui va être en charge de faire du follow-up manuel, il n'y a pas de sujet. Pourquoi on traite de la même manière les priorités 1, 2, 3 C'est des choses qui pourraient changer en fonction du volume de compte, mais le volume qu'on a actuellement en hot nous permet de traiter tout le monde de manière manuelle, tout simplement. Sur le 3, donc tout le warm, c'est là où on va voir le gros du gros, parce que toutes les actions marketing, elles vont se retrouver dans le 3. Quand il va y avoir des webinaires, il va y avoir des événements, il va y avoir des nouveaux livres blancs, peu importe, prenez ce que vous voulez comme action marketing, ça va générer de l'engagement. Et nous, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est qu'il va y avoir des tâches qui vont être créées pour les SDR, mais c'est eux qui prennent la décision de comment ils vont traiter ce compte derrière. Ils ont évidemment des outils pour automatiser leur follow-up, etc. sur ces comptes-là, mais c'est vraiment eux qu'on responsabilise pour la gestion et les follow-up de ces comptes-là. Pour le cooling, c'est des actions qui vont être encore tailored en fonction de s'ils étaient hot ou warm. Évidemment, on ne va pas attendre la même chose. Et sur le cooling, c'est là où on va faire intervenir le partnership si possible. Pourquoi on ne le fait pas partout? Parce que c'est très lourd comme process. Faire intervenir des partenaires technologiques comme du SAP, ça demande quand même beaucoup de ressources, du temps, et parfois c'est des choses qu'on n'a pas. Du coup, on les fait intervenir plutôt sur du cooling. Le cold, ouais, Non, non, vas-y. je finis. Alors sur le cold, ça va être du outreach sur du priorité 1, parce que c'est des comptes qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à rentrer en contact avec ces comptes-là, mais on veut le faire. Du coup, c'est charge aux équipes commerciales de traiter ça. Pour les priorités 2-3, là où il y a du volume évidemment, et c'est là où on va gérer plus automatiquement, il y a du gros qui rentre en jeu. Mais on essaie de limiter le gros au maximum chez nous. Juste une précision sur le point 3. Là, aujourd'hui, on vous donne ce qui marche chez Trusper, ou en tout cas les itérations par lesquelles on est passé depuis ces 3 dernières années. Le point 3, pour nous, il est fondamental à partir du moment où on a une entière confiance en l'équipe en question. Là, ici, on parle des SDR. Concrètement, priorité 1, priorité 2, à traiter uniquement par des SDR, parce que c'est du warm, il faut vraiment avoir confiance dans la capacité d'aller faire une bonne découverte, d'aller récupérer les bons insights, entre guillemets, de pouvoir les exploiter. Donc ça peut couler de sens, entre guillemets, mais vraiment s'assurer, si tant est qu'on donne une grande liberté côté SDR, chez nous, les warms, c'est quand même un certain nombre de comptes. Donc il faut vraiment que ça soit un travail qui soit coordonné avec l'équipe revenu, qu'on soit partenaire ou qu'on soit à eux. Le SDR doit être géré et bien enablé, entre guillemets. Et je vois déjà venir la question, mais si vous parlez tout le temps de comptes, etc., ça veut dire comment vous traitez les contacts qui sont pas rattachés à des comptes? J'ai pas de tips. Nous, on a formé toutes nos équipes sans rendre ça obligatoire. Ils sont formés à travailler sur cette matrice. Et du coup, s'ils travaillent sur des contacts qui ne sont pas dans cette matrice, bah, tout simplement, on ne les voit pas. Eux, ils les perdent de vue parce qu'il n'y a pas toutes les automatisations de création de tâches, etc. Donc, c'est en fait dans les mœurs de l'entreprise et c'est des choses qui sont suivies par Thomas, par le CRO. Encore, il y a 3 jours, je voyais le CRO en train de rattacher des contacts à des comptes, c'est véridique. On avait dit qu'on ne dirait pas ça. Il va pas être content. Mais bon, bref, voilà, on s'assure que la maille compte. On n'est pas gêné par la qualité de notre donnée. On peut faire ça parce qu'on n'a pas 100 000 comptes en base de données. Sur le marché français, on a un marché d'adressables de 3 000 à 4 000 boîtes et ils ne sont pas tous en priorité 1. Donc on peut se permettre de faire ça. Dans un monde plus automatisé, plus mass market, c'est plus compliqué, ça demande plus de gestion de données. Bah, sans vous mentir, du coup, voici à quoi ça ressemble dans notre CRM. On a cette matrice qui vit dans notre CRM. Bon, les chiffres, ils veulent rien dire évidemment là, mais on sait exactement, on a un snapshot de où se trouve notre base de compte. Donc de base, on n'a pas les clients là-dedans, on n'a pas les opportunités en cours, on n'a pas les partenaires, on n'a pas les churn et les accounts qu'on a disqualifiés à juste titre pour une raison X ou Y. Mais on s'assure comme ça de dire, OK, dans mes priorités 1, selon ces filtres-là que j'ai décidé, j'ai 1360 comptes.
J'en ai 55 qui sont hot. Est-ce que je m'assure que ces comptes sont bien traités? Ça, c'est quelque chose qui est aux mains des équipes, évidemment, de tous les managers. Et ils suivent cette matrice pour s'assurer que leurs équipes traitent bien leur base de compte. L'avantage, c'est que ça, on peut le filtrer par à peu près ce qu'on veut. Si à un moment, Thomas, il vient voir, il fait OK, c'est quoi notre base de compte sur, je sais pas, Maubeuge? Il n'y en aura pas, mauvais exemple, Paris. Je vais pouvoir lui sortir la matrice de Paris. Et ça marche pour n'importe quel filtre. OK, donc on a répondu à 2 enjeux déjà. Le premier, c'est est-ce que, on est capable de mettre nos efforts sur les bons comptes? Et le deuxième, c'est est-ce qu'on sait qui fait quoi en fonction de ces priorités-là? Donc là, on y a répondu avec cette matrice et qui fait quoi en fonction des priorités de la hotness. Il nous en reste 2. C'est comment on s'assure de comprendre ce qui se passe. Alors on va suivre différentes choses. On va suivre notamment pour chaque niveau de hotness, le nombre de comptes qu'on a et le nombre de nouveaux comptes qu'on a par type de chaleur et le stock qui évolue dans le temps. Pourquoi on fait ça? Le premier, c'est se poser la bonne question, est-ce qu'on est en train de chauffer notre base de comptes en fonction des filtres qu'on a appliqués? Le cooling, c'est est-ce qu'on est en train de cramer notre base de comptes parce qu'on n'arrive pas à ouvrir des opportunités avec eux? Ou alors, quand il y a des nouveaux comptes qui tombent en cooling, est-ce qu'on est sûr qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour pas qu'ils retournent en cooling? Donc ça, c'est plus au niveau managérial, de s'assurer que tous les comptes qui vont en cooling le font à juste titre. Et le cold, là, c'est pour savoir s'il nous reste encore une base adressable en fonction de nos filtres. Donc typiquement pour le marché France, en cold, on n'a plus grand-chose. Aux US, c'est là où on a le plus de comptes, ce qui est logique. Donc évidemment, la matrice a plus de sens dans un marché qu'on considère mature, qu'on commence à adresser, qu'on commence à connaître, qu'un marché où on est vraiment en primo équipement, on arrive. Ok, donc on a gagné, on a répondu à notre 3e point avec ces analyses-là. Et les résultats. Qu'est-ce qu'on a raté? Ok, on a ouvert un tiers de moins d'opportunités si on compare les 2 quarters entre 2024 et 2025. On n'a pas dit que ça marcherait, ce qu'on est en train de Non, c'est des belles slides en fait. Mais on n'a jamais dit qu'on ouvrirait plus pour le coup. On a dit qu'on voulait améliorer la performance, on n'a pas dit qu'on voulait augmenter le volume. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous on considérait qu'on avait trop de volume, on ouvrait trop d'opportunités. Est-ce que ça en était en fait des opportunités? Donc en fait, on voulait s'assurer de parler au bon compte et on ouvrait les opportunités au bon moment. Et le revers de la médaille qui est quand même un peu mieux, c'est les confirmations de ces opportunités sur la même période de temps, elles ont augmenté de 142%. Ça veut dire que globalement, on ouvre moins, mais ça avance beaucoup plus dans notre pipeline. Et ça a des side effects qui sont assez cool également, c'est qu'on utilise mieux le temps de nos SDR, tout simplement. Et puis c'est cool aussi de savoir qu'on ouvre des trucs où derrière ça va signer. Meilleur temps des AE où ils n'ont pas un agenda qui se remplit de démos, où il n'y a plus le temps de suivre les opportunités qui sont vachement plus chaudes en bout de course. Et on s'assure que notre pipeline, il est sain, parce que c'est normal d'avoir des déperditions stage by stage. Donc là, je sors de la matrice, je parle vraiment d'un pipeline de vente. C'est normal d'avoir des déperditions et c'est important pour comprendre pourquoi on perd quand. Mais quand on perd tout au début, on ne comprend plus rien, tout simplement. Oui, on fait des loss reasons, on dit qu'on les fait, mais quels sont les vrais loss reasons quand d'un coup j'ai 50 opportunités qui sont perdues d'un coup? C'est impossible de lire et c'est impossible de s'améliorer. Bon, en bout de course aussi, on a fait x3 sur notre win rate, mais ça, ce serait mentir de dire qu'il n'y a que cette initiative qui a participé, parce qu'il y a plein de facteurs qu'on a changés qui nous ont permis d'améliorer ça. Un point qui n'est pas, qui est pas représenté, même si on parle de temps sur cette slide, mais c'est l'impact que ça a réellement sur l'organisation au quotidien. Moi, j'ai une structure qui était un tout petit peu plus grosse que Trustpert juste avant. Et le problème, c'était absolument pas de booker des démos, quoi. C'était absolument pas de faire des meetings. Les sales étaient vraiment upfront à 10-15 meetings par semaine. Donc effectivement, comme Thibaut disait, le but, c'est surtout comment je m'assure, une fois que j'ai les premiers touchpoints, de qualité ou pas, mais comment je m'assure de mettre l'énergie au bon endroit. L'impact, en fait, il est fondamental. Moi, je suis arrivé ici, j'ai vu le nombre d'opportunités qu'on traitait par quarter. Je me suis dit: «Waouh, ça va être dur de faire les objs», et en fait, quand on voit la qualité qu'il y a étape après étape, alors c'est un travail de longue haleine, très clairement, que Thibaut a mis en place avec le CRO il y a un certain nombre de mois maintenant. Mais voilà, c'est par des micro-détails, entre guillemets. Savoir dire non aussi. Ça, je pense qu'on apprend ça dans toutes les écoles commerciales, mais c'est dur de l'appliquer. Non, désolé, on ne va pas pouvoir vous aider. Non, désolé, on ne va pas perdre de temps. On va quand même creuser. Mais les comptes de tier 3, même s'ils sont chauds, on les traite un peu différemment que des comptes de priorité 1 ou priorité 2. Donc
Tout ça mis bout à bout, ouais, OK, c'est des chiffres, c'est cool pour nous, mais c'est surtout la rigueur qu'on met derrière et les process sans être trop processés qu'on met derrière qui font que ça fonctionne bien, quoi. Il y a aussi un effet qu'on n'avait pas attendu, donc très rapidement, à un moment, on a eu un sujet de territoires commerciaux pour les SDR et pour les AE et en fait, on s'est basé sur cette matrice et regardé la matrice par personne et là c'est là où on s'est rendu compte alors évidemment, il y a des notions de c'est quoi leur quota, c'est quoi leur seniorité qui vont rentrer en jeu, mais du coup, on va pas seulement regarder les volumes de comptes qui sont assignés, mais aussi à quoi ressemble ce qu'on leur assigne. Est-ce qu'il y a du cooling? Est-ce qu'il y a beaucoup de calls? Et du coup, ça ne veut pas dire la même chose et derrière, il y aurait pas le même potentiel. Du coup, ça nous sert pour ça aussi. Ça va être des sujets de fin d'année. Mmh. Bienvenue. Que tout le monde adore d'ailleurs, hein, faire des territoires pour des commerciaux, c'est juste génial. C'est super. On s'amuse comme des petits fous. C'est pas source de friction. Ouais, Voilà, on a répondu à peu près tout là, il me semble. ouais. Maintenant, c'est story time. Parce qu'on veut rendre ça concret. Là, on présente des beaux tableaux, ça a l'air bien sur le papier, mais comment on l'utilise pour un go-to-market d'assez court terme? Ouais, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, bah, limite de prendre même un cas réel. Demain, vous vendez un service ou un produit, que sais-je, une prestation et vous avez, quelque chose qui peut être un peu, «game changer» entre guillemets. Alors chez nous, dans du SaaS, ça sera peut-être une fonctionnalité ou un raccord de fonctionnalité qui s'adresserait soit au même persona, soit à un autre persona, mais Trustpay, on vend une plateforme de sécurisation de la chaîne de paiement. Bah, si demain on développe quelque chose qui donne un peu plus d'infos sur la compliance, qui je vais voir mon RevOps préféré en disant: «Cette feature, si elle va Je suis tout seul. sortir, il faut qu'on monte un go-to-market». Alors, je parle pas ici, même si pour moi c'est limite plus fondamental. Nous, côté revenu, on arrive en bout de piste très clairement sur cette partie-là. Tout le travail du produit est fait en amont sur à qui on s'adresse, quel est le mass market qu'on peut envisager, c'est quoi l'ambition. Bref, une fois que tout ça c'est fait, ça tombe dans nos mains côté revenu de se dire concrètement, bah, à qui on peut vendre cette feature, chez qui on va s'adresser en premier. Là, je parle en newbies essentiellement, je parle pas d'account management. Mais donc je vais voir Thibaut et je lui dis à peu près ça. Alors, je sais pas si je mets les côtes, mais grosso modo, qui je peux adresser sur le secteur, quoi, sur les territoires qu'on met sales, vers qui on peut aller, sur lequel on est sûr d'avoir un tampon ciblé assez rapidement. Ouais, avec les mêmes sujets. Il ressemble à quoi ma base de compte dans la finance en France? Mmh. Qui va faire quoi? Et dans quelle timeline on est capable d'opérer? Eh ben, c'est simple, on prend la base France seulement de gens avec qui on n'a pas d'opportunité ou qui sont pas clients et qui sont dans le secteur de la finance. Ça ressemble à ça, les chiffres sont faux. Quoi? Et on regarde ça et on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Du coup, premier point, ça on n'a pas le temps, faut qu'on aille vite, on va pas le traiter. Ça, il y a pas à tergiverser, il y a pas de stratégie particulière à avoir. Si on prend le sales qui est le plus proche de ces comptes-là, probablement le SDR, mais c'est pas sûr, et il appelle et il tient au courant de la nouvelle fonctionnalité qui va avoir un sens dans le projet qu'ils ont actuellement, parce qu'il y a eu un meeting. Ici, alors là, il y a une réflexion qui va commencer à se créer quand même, c'est les SDR qui vont décider, à la manière dont je vous l'ai montré tout à l'heure, de comment ils vont les approcher. Ils ne sont pas tout seuls, hein. Ils peuvent leverage les managers, ils peuvent leverage les AE, les partnerships, etc. Et ça dépend des volumes, évidemment, qu'il y a à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on essaye de leur donner des séquences automatisées, etc. On se pose cette question pour ce bucket-là. Le cooling, pourquoi ils sont cooling? En fonction, on les approche d'une manière différente. Ce qu'on veut absolument éviter, parce que nous, on n'a pas un énorme marché, là on parle de, imaginons 230 comptes, on ne peut pas faire une newsletter marketing ou une séquence généralisée d'outreach et dire ok, j'arrose tout le monde, c'est-à-dire 220 boîtes, et je vois qui me répond. On n'a pas ce luxe de pouvoir faire ça, on est obligé d'être un peu plus tailored. Et le call, c'est pourquoi on n'a pas réussi à connecter avec ces gens-là, et on agit en conséquence. C'est aussi simple que ça. Et ça peut aller très vite. Cette matrice, on l'a tout de suite. Moi, avec Thomas, j'ai tout de suite, OK, on prend les gros points, on va voir qui, côté SDR, côté partnership, etc. Et on peut activer hyper rapidement. Mmh. Tourne le C'est les papier. dernières slides, hein, rassurez-vous, il en reste 2, 3 max. Grosso modo, c'est comme ça qu'on représente chez nous la customer journey. Alors on lui donne n'importe quelle forme, mais là, on parle essentiellement depuis tout à l'heure de comment on a mis en place cette stratégie ABM quand il s'agit de newbies, qui est pour nous fondamental parce qu'on n'a pas une équipe extensible. Je pense qu'en tout et pour tout, on a 11 sales. Donc la question, c'est de se dire, bah, OK, sur le nœud papillon de la customer journey, grosso modo, on a un bon win rate, on a des territoires qui sont bien adressés, on a réparti les tâches effectivement entre chacun des services et grosso modo, on a une collaboration qui est quand même plutôt fluide. Maintenant, la question, c'est de se dire, bah, est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie sur la partie account management?
Une fois que les clients sont signés, une fois qu'on a ouvert la première filiale, une fois qu'on a ouvert le siège d'une grosse entreprise, est-ce que la méthodologie elle est sensiblement similaire ou est-ce qu'on l'adapte? La réponse, c'est que grosso modo, à quelques adaptations près, on est typiquement sur une logique d'ABM. Et c'est du coup ce qui sera mon travail dans les prochains mois, c'est de s'assurer que quand on a 2 AM avec un peu plus de 300 clients, heu, d'éviter ce qu'on a pu me dire, pas chez Trustpert, en tout cas si, mais je le dirai pas trop fort, non mais on connaît tout le monde chez ce client-là. Et quand on voit le volume ARR qu'on a chez ce client-là et le potentiel marché qu'il y a chez ce client-là, on repart en fait finalement de zéro. C'est de se dire, si on devait repasser ce client-là dans la moulinette ABM, aujourd'hui, est-ce qu'on le mettrait dans les target accounts? Est-ce qu'on le mettrait dans les priorités 1? Et qu'est-ce qu'on ferait comme job? Donc c'est ça les next steps pour nous, c'est de nous assurer qu'effectivement, c'est pas la même chose. ABM New Business, ABM Account Management, on est sur 2 angles d'attaque qui sont différents. Mais logiquement, l'ADN derrière, c'est ni plus ni moins que faire du mapping de compte et de s'assurer qu'on met les bonnes personnes aux bons endroits, soit pour signer d'un côté, soit pour rentabiliser le revenu de l'autre. Je crois que c'était notre dernière slide. Du coup, merci de nous avoir J'ai écoutés. vu que 2 personnes dormir. Ah, Franchement, putain, c'est bien. on est trop monotone. Donc, passage de relais pour le prochain témoignage. Merci, est-ce que vous avez des questions? Ah oui. On sera disponible si vous avez des questions, mais là, je crois qu'on va manquer de temps. Donc, prochain, je passe la main à Benjamin et Raphaël pour la prochaine plénière. Le monde est petit, c'est mon ancien boss. Merci Thibaut.